passages aux urgences et 3,5% en réanimation. 925 interventions de SOS médecins ont été nécessaires hier, c'est moins que pour la journée de dimanche, puisque ce chiffre était de 1055, et c'est 16% de l'activité totale de SOS médecins. Pour les laboratoires, 59 398 tests ont été réalisés par ce réseau de laboratoires de ville, dont 16 489 sont positifs, soit un bilan de 28% de positivité. Et quand l'on compare le taux de positivité entre l'hôpital et la ville, il est de 42% de positifs à l'hôpital et de 23% en ville. Vous savez que nous sommes extrêmement attentifs à la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Ce soir, 4 553 établissements, dont 2 958 EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ont signalé un épisode concernant un ou plusieurs cas de Covid-19 à Santé publique France à travers l'application du portail national de signalement. Les signalements donnent donc un total de 30 902 cas de Covid-19 confirmés ou possibles sur toute la période épidémique, donc depuis le 1er mars. En ce qui concerne le bilan des décès, la première source est la mortalité hospitalière. Depuis le 1er mars, nous déplorons 7 091 décès. 82% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. On note 14 décès en Outre-mer, 8 en Guadeloupe, 4 en Martinique, 2 à Mayotte. Dans les dernières 24 heures, un total de 607 décès a été enregistré en milieu hospitalier. En ce qui concerne la mortalité au sein des EHPAD ou des établissements médico-sociaux, nous déplorons 3 237 décès survenus depuis le début de l'épidémie, et donc la hausse observée aujourd'hui, 820 décès en plus, est liée aussi à un probable retard de saisie et au fait que nous sortons d'un week-end. Depuis le 1er mars, en additionnant les décès survenus à l'hôpital et ceux survenus au sein des établissements médico-sociaux, et en particulier les EHPAD, nous déplorons 10 328 décès. À l'échelon national, l'excès de mortalité se stabilise avec une hausse de 15% sur la semaine 12 et un excès de 30% sur la semaine 13. À l'échelon régional, l'excès de mortalité est observé dans 5 régions en semaine 12 et 6 régions en semaine 13, Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire, avec un excès important en Grand Est et en Île-de-France, et émerge dans 3 régions en semaine 14, Île-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. À l'échelon départemental, 30 départements présentent un excès de mortalité en semaine 13 et 22 départements présentent déjà un excès de mortalité pour la semaine 14. 4 départements sont en excès exceptionnel selon l'INSEE et Santé publique France, les départements du Haut-Rhin, de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise. Les excès concernent majoritairement des personnes de plus de 65 ans. Enfin, Santé publique France estime que 78 167 tests ont été confirmés par test PCR, soit 3 777 cas de plus. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril et c'est la journée mondiale de la santé. Cette année, elle a lieu dans un contexte on ne peut plus particulier qui nous rappelle plus que jamais l'importance du personnel soignant. N'ayons pas peur du terme, ils sont de véritables héros, nos véritables héros, qu'on ne peut qu'applaudir tous les soirs. Face à la crise, le défi est immense et pourtant, même en ces temps très difficiles, ils arrivent à accomplir des choses merveilleuses. Sauver des vies, celles de nos proches, de nos familles, de nos amis, mais aussi sourire, rassurer et apaiser. Durant cette pandémie, nous savons leur manifester notre gratitude tous les soirs. De jour comme de nuit, leur mobilisation est totale. Notre gratitude l'est tout autant. Vous le savez, le système de santé est fortement mobilisé depuis le début de cette épidémie pour répondre aux besoins de prise en charge des patients atteints par le virus.
Cela ne doit pas faire oublier le fait que certains soins et examens doivent impérativement être maintenus tant en ville qu'à l'hôpital, car ils sont indispensables pour la bonne santé de la population. Je pense aux patients qui sont atteints d'une maladie chronique et qui ont besoin d'être suivis régulièrement, aux patients qui ont un suivi psychiatrique, ou encore aux patients qui ont une réelle indication d'intervention chirurgicale urgente. Je veux ce soir les rassurer et leur dire que les structures de soins se sont organisées de façon à proposer des circuits de prise en charge dédiés, où toutes les précautions sont prises pour que l'accueil des patients non porteurs se fasse dans les meilleures conditions afin que le risque de contamination soit totalement évité. Il ne doit donc pas y avoir de renoncement aux soins indispensables. Il est important que les médecins qui suivent des patients chroniques et détectent des risques de décompensation parmi ces patients les plus fragiles puissent entrer en contact avec leurs patients par téléconsultation, par vidéo, par téléphone, et bien sûr, ils seront rémunérés pour ces actes. Nous avons facilité la délivrance de médicaments en pharmacie, même avec une ordonnance expirée. Le suivi infirmier a été prolongé et le recours à la téléconsultation a été facilité. Il est indispensable de poursuivre tous les actes préventifs, comme le suivi des nourrissons avec la vaccination obligatoire, indispensable contre des maladies infectieuses à haut risque, mais également le suivi des femmes enceintes. Il faut respecter au mieux le calendrier des examens médicaux obligatoires. Les médecins, les sages-femmes, mais aussi les infirmières puéricultrices, les PMI, tous ont un rôle important à jouer. Depuis le confinement, certains pourraient éviter ou craindre d'appeler le 15, qui est le numéro des urgences médicales. La prise en charge des détresses vitales est la priorité des SAMU et le centre 15 répond. Il est donc indispensable d'appeler le 15 si vous avez des douleurs thoraciques, des signes neurologiques évocateurs d'accident vasculaire cérébral ou des signes de détresse vitale. Vous le savez, nous sommes très attentifs à nos personnes âgées, à nos aînés, et les EHPAD en particulier vivent une période très particulière de forte tension. Les personnes âgées sont les plus fragiles face au virus. En collectivité, malgré tout le professionnalisme et l'engagement déployés, la contagion est souvent plus importante. Pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes âgées atteintes du Covid-19, les EHPAD ont besoin de renforts. Je les invite donc à remonter le plus vite possible leurs besoins aux agences régionales de santé, avec des détails, avec des expressions précises, pour que nous leur trouvions rapidement et collectivement des solutions. La réserve sanitaire peut apporter de l'aide, comme les plateformes régionales de mise en relation entre les établissements médico-sociaux et les volontaires. Nous mettons tout en œuvre pour permettre à nos aînés de bénéficier du meilleur accompagnement possible et accompagnement humain en cette période si difficile pour nos aînés. Santé publique France a mobilisé 50 réservistes de la réserve sanitaire pour venir renforcer les EHPAD des régions Centre-Val de Loire, Occitanie, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes. Une mobilisation de grande ampleur de réservistes au profit des EHPAD d'Île-de-France est en cours de déploiement et sera effective à compter de demain. 50 EHPAD sur les 8 départements franciliens vont bénéficier de ces renforts. J'appelle tous les professionnels de santé, libéraux ou salariés, et ceux de l'accompagnement à domicile qui font un travail formidable au quotidien et dont l'activité pourrait être réduite du fait de l'épidémie et du confinement, à se porter volontaires. D'avance, un immense merci à toutes et tous. Une question pour pharmaceutique. Concernant le déconfinement progressif, va-t-on vers un déconfinement par région, classe d'âge, facteur de risque ou en combinant les trois? Alors, je vous l'ai dit ce soir, nous ne sommes pas encore au pic puisqu'il y a tous les soirs un peu plus de malades en milieu hospitalier et tous les soirs un peu plus de malades à prendre en charge en réanimation. Nous avons atteint un niveau jamais atteint en France. Donc, nous ne sommes encore qu'à la phase ascendante de l'épidémie, même si elle ralentit un peu. Et donc, aborder aujourd'hui le déconfinement n'a aucun sens. Le Premier ministre l'a dit. Nous devons être absolument mobilisés sur le confinement, les gestes barrières, la distanciation sociale. Et le temps du confinement n'est pas venu. Donc, c'est vraiment important que tout le monde l'ait compris. Nous avons absolument besoin d'un respect strict du confinement. On voit qu'on est aujourd'hui à une mobilisation totale
maximale de nos capacités de réanimation, un relâchement serait extrêmement dangereux pour les patients, pour les soignants. Et c'est parce que nous avons besoin de préserver notre système de santé que les Français doivent être très attentifs au respect du confinement. Le temps viendra de discuter du déconfinement, mais aujourd'hui, nous devons tout faire pour passer ce pic. Une question pour France Info. Dans le registre des formes graves des Covid-19 en cours d'élaboration, il semblerait qu'en réanimation, plus de 80% des admis sont en surpoids ou obèses. Est-ce que vous confirmez ? Alors, ce sont des données qui remontent de plusieurs sources scientifiques. Ce sont des données d'observation aussi. Il y a effectivement très souvent un facteur de risque retrouvé dans les infections virales graves. Ça a été démontré dans la grippe en particulier. Un lien entre le surpoids et la survenue de formes sévères. Donc effectivement, attention, nous sommes très attentifs à ce que les personnes, en particulier en surpoids important, signalent rapidement une détérioration de leur état clinique, et en particulier l'apparition de difficultés respiratoires. On le sait, l'obésité d'une part, mais même le surpoids, peut devenir un facteur de risque d'infection sévère. Une question pour France Inter. Pouvez-vous nous donner le nombre exact d'EHPAD touchés avec au moins un cas Covid-19 confirmé, donc testé ? Alors, je vous ai donné le nombre exact d'établissements qui signalent. Je vous ai dit que ce soir, 4553 établissements avaient signalé au moins un cas de Covid. Parmi ces établissements qui sont des établissements sociaux et médico-sociaux, il y a 2958 EHPAD. Et je voudrais aussi expliquer aux Français que les EHPAD qui ne déclarent pas ne sont pas des EHPAD qui ont des cas mais qui ont oublié de déclarer. Toutes les EHPAD signalent, et donc il ne faut pas multiplier le nombre de cas par le nombre d'EHPAD. Ça n'aurait pas de sens, puisqu'aujourd'hui on a mobilisé très largement toutes les EHPAD pour leur dire de bien signaler sur toute la période de l'épidémie tout cas d'infection et évidemment tout décès. Donc on n'est pas dans une phase où on a oublié la moitié ou les 2/3 des EHPAD. Il y a fort heureusement, et c'est important que les Français le sachent, encore une majorité d'EHPAD qui n'ont pas de cas, qui n'ont pas eu à souffrir du coronavirus, et c'est ces EHPAD en particulier que l'on souhaite préserver, que l'on souhaite protéger au mieux, où le confinement doit être strict, en particulier le confinement en chambre, où le personnel doit être attentif. Et vous le savez, le ministre des Solidarités et de la Santé s'est engagé à prioriser, à donner toute priorité aux EHPAD. Et donc nous avons là encore des instructions très claires pour que les EHPAD puissent signaler sur leur territoire toute suspicion de cas et bénéficier de tests très rapidement. Une question pour CNN. Monsieur Véran a expliqué aujourd'hui que la doctrine d'État concernant l'usage des masques en population en général n'avait pas changé. Pourtant, de nombreux élus locaux s'équipent et demandent le port du masque obligatoire. La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a affirmé mardi que 2 millions de masques qu'elle avait commandés pour sa région avaient été réquisitionnés par l'État à même le tarmac. Y a-t-il deux politiques en conflit, celle de l'État et celle des régions ? Pas du tout. La doctrine est extrêmement claire. Les masques soignants sont réservés aux soignants et l'État a toujours été clair sur ce point, en particulier pour les masques FFP2 qui sont réservés aux actes invasifs et pour tous les soignants, le masque chirurgical. Ensuite, il y a effectivement aujourd'hui de plus en plus, grâce à la production française, de masques non soignants. Les Français n'ont jamais porté de masque dans l'histoire récente. Si les Français veulent, notamment ceux qui sont exposés, notamment les professionnels qui ont des activités de contact dans lesquelles ils ne peuvent pas garder la distance, dans lesquelles ils ne peuvent pas éviter les rassemblements, disposer de masques, ce sera un outil de plus. Mais je rappelle, et c'est très important, que le jour où il y aura des confinements, qui n'est pas arrivé, il y aura de toute façon à garder les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale, la réduction des contacts. Et il ne faut surtout pas imaginer que le masque est l'arme unique. D'ailleurs, vous savez que les débats scientifiques se poursuivent. Ce n'est pas un débat de la DGS ou du ministère de la Santé, c'est un débat aux États-Unis, c'est un débat en Europe et c'est un débat au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, a même redit son inquiétude sur le fait que pour certains, l'accès au masque pouvait signifier l'abandon de toutes les autres mesures barrières et ce serait une erreur. Donc il ne faut pas prendre le masque comme une assurance contre le virus, puisque je vous rappelle qu'il se transmet par les mains souillées, par des objets souillés, d'où l'importance de se laver les mains très régulièrement, qui se transmet par un contact au cours duquel on ne fait pas attention et on peut se contaminer notamment en se touchant le visage. Et donc il faut qu'on soit tous attentifs à bien différencier les masques soignants qui sont en priorité pour les soignants, le masque P2, le masque chirurgical, et puis un jour peut-être un accès à des masques que la France est en train de produire, qui sont des masques destinés à des non-soignants et dont on verra tous ensemble la doctrine d'utilisation.
Une question pour le généraliste. Le syndicat MG France estime sur la base d'une enquête auprès de 2000 médecins de famille que plus de 1 million de patients ont été vus pour Covid-19 dans leur cabinet du 17 mars au 3 avril. Allez-vous prendre en compte ces chiffres ou disposez-vous d'autres indicateurs pour mesurer la population infectée? Alors, c'est exactement ce que l'on souhaite estimer et modéliser. Comme vous le savez, il y a une forte mobilisation de la médecine de ville, du premier recours, pour prendre en charge des infections Covid. Et nous allons utiliser la proportion de personnes hospitalisées, la proportion de létalité, c'est-à-dire finalement la part de personnes qui décèdent, l'activité de ville, qui est d'ailleurs estimée par Santé publique France, qui publie régulièrement un point épidémiologique hebdomadaire, pour avoir une idée, par ces données épidémiologiques d'une part, mais aussi par des premiers résultats d'études de sérologie dans certaines banques de sang, avec des donneurs de sang ou avec des professionnels de santé volontaires. Toutes ces études sont en cours pour estimer quelle est la part de la population qui a rencontré le virus et qui est donc immunisée. Une question pour l'usine nouvelle. Comment évolue la situation pour les produits anesthésiants et quelles actions concrètes ont été engagées face au risque de pénurie? Mobilisation totale, puisque comme vous l'imaginez bien, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tout l'environnement du malade le plus grave doit être sécurisé. C'est le cas évidemment en premier des renforts humains, de la présence de médecins spécialistes en réanimation, en médecine intensive, réanimation, anesthésie, d'internes, d'externes, d'infirmiers spécialisés, d'aides-soignants et de tout le plateau technique. Donc tout ça est évidemment sécurisé. Nous avons sécurisé les respirateurs, nous avons donné accès aux consommables et puis il y a aussi les médicaments indispensables pour l'anesthésie et pour la réanimation, pour lesquels les demandes ont fortement augmenté partout dans le monde. Et vous savez que le marché du médicament est mondial, que les matières premières viennent de très nombreux pays. Et donc nous avons une démarche européenne, nous avons une démarche française d'aller chercher les médicaments là où ils sont, et donc de faire des commandes urgentes et importantes pour ces produits indispensables. Ça, c'est l'amont. Et puis en aval, de s'assurer qu'il y a une collaboration parfaite, une solidarité parfaite entre établissements pour le prêt de ces flacons, puisque des établissements de chirurgie, par exemple, qui ont ce type de flacons pour leur bloc opératoire, peuvent les prêter, peuvent les donner aux établissements qui font de la réanimation actuellement, puisqu'aujourd'hui, vous savez, nous avons déprogrammé toute l'activité de chirurgie non urgente. Une question pour CNews. Est-ce qu'on peut considérer certains problèmes dermatologiques, comme l'urticaire par exemple, comme de nouveaux signes du Covid-19 ? Pas à ma connaissance, mais comme vous le savez, nous apprenons chaque jour sur ce virus et certains décrivent des formes qui n'étaient pas connues, mais sur cet aspect dermatologique, je n'ai pas vu de publication. Une question pour RTL. Certaines villes restreignent les horaires des joggings. Cela ne risque-t-il pas de concentrer les coureurs tôt le matin ou tard le soir ? Alors l'objectif, je vous rappelle, du confinement, c'est de réduire les contacts. Donc tout doit être fait dans votre activité quotidienne et c'est surtout ça le message à passer pour réduire les contacts. On voit bien que certaines personnes sont obligées de sortir pour faire leurs courses, sont obligées de sortir pour aller travailler, sont obligées de sortir pour rendre visite à une personne fragile ou vulnérable pour laquelle elles rendent des services. Mais en permanence, quelle que soit votre activité finalement, vous devez avoir l'obsession de réduire les contacts. Donc c'est pas tellement une question d'heure, c'est pas une question de jour ou de nuit, c'est d'être attentif lorsque l'on sort à avoir le moins de contacts possible et en particulier de respecter toujours cette distance minimale d'1 mètre. 2 questions pour la PM. Les mesures de confinement peuvent-elles être néfastes à long terme, risques cardiovasculaires, risques psychologiques et autres? Est-il pertinent de concentrer les heures de jogging? Alors, les mesures de confinement, on le sait, sont parfois mal tolérées et le Premier ministre et le Président de la République le disent régulièrement. Ils savent que c'est un sacrifice pour beaucoup, que c'est difficile à supporter, mais c'est indispensable si nous voulons passer tous ensemble cette période extrêmement difficile qui met en tension absolue nos systèmes de santé et nos établissements de santé en particulier, puisque comme vous le voyez, il y a ce soir plus de 7000 personnes en réanimation, alors que la capacité initiale de réanimation en France est de 5000 lits. Donc vous imaginez combien les efforts des établissements de santé publics et privés ont porté leurs fruits, puisque nous avons doublé en quelques jours la capacité de réanimation en France. Mais il ne faudrait pas qu'un relâchement du confinement aboutisse à une nouvelle vague, avec à ce moment-là des difficultés de prise en charge des malades les plus graves. Une question pour le Figaro. Des médecins de la région Grand Est témoignent de difficultés à s'approvisionner en médicaments essentiels en soins palliatifs, en pharmacie de ville, notamment en Rivotril, autorisé par un récent décret en médecine de ville. Des pharmaciens m'ont confirmé que le Rivotril est en état de rupture fabricant dans la région.
Quel est l'état des stocks de ces médicaments en officine de ville? Allez-vous mettre en œuvre des mesures pour assurer l'approvisionnement des médecins chargés d'accompagner les fins de vie? Oui, c'est absolument ce que nous faisons actuellement et nous avons trouvé des solutions. Ce n'est pas uniquement sur le Rivotril, ce sont d'autres molécules, pour que l'accès aux soins palliatifs, parce que là on parle de prise en charge spécialisée d'équipes mobiles dédiées aux soins palliatifs, se fasse dans les meilleures conditions et qu'il n'y ait pas de rupture d'accès à ces produits indispensables pour la prise en charge palliative des personnes qui ont besoin de soins spécifiques. Une question pour VL Média. Pouvez-vous faire un point sur les stocks de gel hydroalcoolique? Des commandes ont-elles été passées? Selon vous, la production nationale arrivera-t-elle prochainement à couvrir les besoins des soignants et du grand public? Oui, à ma connaissance, il y a eu une très forte production de multisources de solutions hydroalcooliques et nous ne sommes plus en difficulté sur cet accès aux solutions hydroalcooliques. Une question pour Hospimédia. Une lettre ouverte de plusieurs médecins à Édouard Philippe propose d'intégrer pleinement dans le système de santé les praticiens à diplôme hors Union européenne, PADU. Est-il possible d'en savoir plus sur les mesures envisagées pour ces PADU dans le contexte de crise sanitaire? Alors, ils aident déjà, ils sont déjà intégrés dans beaucoup de réponses d'urgence, et donc c'est un sujet depuis longtemps, c'est un sujet d'accès effectivement de praticiens en soutien à l'activité et à l'offre de soins en France. Donc c'est un sujet que nous traitons de la même façon que nous traitons aussi, vous le savez, de façon européenne, l'accès aux médecins qui ont un diplôme européen. Une question pour RFI. Avez-vous des statistiques sur les patients atteints de Covid-19 admis en réanimation et sortis par la suite? Alors nous avons des statistiques puisque les réanimateurs en France ont l'habitude depuis des années de faire des statistiques très précises sur l'activité de réanimation. Simplement, compte tenu de l'activité intense de réanimation, nous ne disposons pas encore de ces statistiques précises. Vous avez vu que l'essentiel des patients de réanimation est actuellement hospitalisé. C'est ça qu'il faut que les Français comprennent. On a l'impression dans la presse que l'épidémie est presque derrière nous. Ce n'est absolument pas le cas. Elle n'a jamais été aussi présente avec un tel impact sur le milieu hospitalier et sur la réanimation. Et donc, ces patients sont souvent dans un état grave. Le pronostic vital est engagé. Ce sont des détresses respiratoires aiguës sévères qui nécessitent des soins lourds, des séjours en réanimation prolongés, parfois accompagnés d'autres détresses rénales, d'atteinte cardiaque par exemple. Et donc toutes ces détresses font que le pronostic est vraiment engagé, que les efforts des réanimateurs sont majeurs, que la durée de séjour est prolongée et qu'en sortie de réanimation, souvent, et heureusement nous avons des places, il y a une indication à un séjour de réadaptation respiratoire, motrice, cardiaque, et donc derrière un séjour spécialisé avant de rentrer à domicile. Une question pour Reuters. Peut-on cumuler le chiffre des cas confirmés en hôpital et celui des cas annoncés pour les établissements sociaux et médico-sociaux? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ces deux totaux sont-ils donnés séparément comme l'a fait Olivier Véran hier? Alors je ne sais pas si vous parlez des cas ou si vous parlez des décès. Les cas annoncés. Alors, il y a objectivement aujourd'hui plusieurs sources. Il y a le nombre de personnes hospitalisées avec un cas confirmé de coronavirus. Il y a les sources de cas testés positifs en ville. Donc ça aussi, c'est à la fois l'hôpital plus la ville, c'est toutes les personnes qui ont eu des tests positifs. Et puis il y a les remontées des EHPAD qui sont encore différentes puisque les EHPAD, on leur a demandé de signaler tous les cas confirmés ou possibles. Puisque quand on a par exemple 3 cas dans une même aile d'une EHPAD, s'il y a un 4e ou un 5e cas, on considère que c'est encore un cas de coronavirus et donc on inclut les cas possibles et les cas confirmés, ce qui donne une idée plus précise de l'épidémie dans les établissements médico-sociaux. Je vous remercie, c'était la dernière question. Merci à vous.